Je me suis intéressé à ces questions internationales et géopolitiques parce que j'ai travaillé 15 ans au ministère des Affaires étrangères, d'abord post-diplomatique et puis ensuite à la cellule de prospective. J'ai trouvé ça tellement intéressant que j'ai eu envie de créer une boîte privée, ce qui était audacieux parce que transformer la matière grise en matière première, c'était pas évident. Mais ça a marché. Ça a marché. Et donc l'idée, elle est venue de là. Et pourquoi privé? Parce que j'ai été convaincu que seule l'indépendance économique me permettrait l'indépendance politique et l'indépendance du diagnostic. Et je trouve que j'ai eu raison. Donc voilà comment c'est venu. La thématique qui m'a été donnée par le commanditaire, c'était quels pourraient être les conflits en 2030. On débouche d'abord sur des constantes et des variables. Les constantes, malheureusement, et ça depuis 1948, c'est quasiment depuis 1917, c'est constant, c'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, pas forcément le Moyen-Orient élargi, mais il se nourrit d'un certain nombre de crises permanentes, rémanentes, récurrentes. C'est sûr que l'un des noyaux, c'est Israël-Palestine, mais je pense que même si aujourd'hui on trouvait une solution de paix à Israël et Palestine, aujourd'hui il y a d'autres facteurs qui font que cette zone va rester une zone de conflit. C'est une rivalité qui est récente, c'est la rivalité chiite-sunnite. Alors la zone Asie, c'est assez curieux parce que j'y vais souvent, j'y vais 2 fois par an. Par rapport à la décennie 70-80, c'est une zone qui militairement est en paix, hein, par rapport au Cambodge, Vietnam, par rapport à la zone des Moluques, etc. Et en même temps, c'est la zone la plus importatrice d'armement conventionnel au monde. Les grandes conférences de l'ASEAN et de l'APEC qui se tiennent en Asie et qui se tiennent à Bali, par exemple, se tiennent régulièrement là, tout simplement parce que l'essentiel du commerce mondial s'est déplacé de l'Europe, États-Unis, Atlantique, concentré vers une zone pacifico-centrée, c'est-à-dire Asie, États-Unis. Vous savez, on n'est plus du tout au XXe siècle, hein, on est vraiment au XXIe siècle. Et donc, ce sont des acteurs majeurs. Les grands producteurs de biens manufacturés aujourd'hui sont en Chine, bien entendu, en Inde, dans une valeur relative. L'ASEAN est une organisation qui s'est bien structurée. L'APEC, dans l'APEC s'y trouvent les États-Unis aussi. Et donc, voilà pourquoi ça se tient aussi en Asie. Vous avez un troisième partenaire très important, c'est l'Union européenne. Quand même pas l'oublier. Mais les choses ne s'organisent plus, ne se structurent plus sur un centre du monde atlantico-centré. Les Amériques, non, ce n'est pas une zone de tension. C'est pas une zone de tension. Les choses se sont partiellement rééquilibrées entre l'Amérique latine et les États-Unis, je dis bien partiellement. Le Brésil est une grande puissance. Hein, moi, je trouve qu'on ne peut plus parler de pays émergents, ce sont des pays émergés. Donc je peux vous parler de ceux qui vont émerger. Donc la question n'est pas là. Il faut peut-être surveiller le canal de Panama, surveiller la possibilité d'ouvrir un second canal de Panama. Hein, il y a cette possibilité qui est en train d'être négociée entre la Chine et le Nicaragua. Ce serait évidemment extrêmement avantageux pour la Chine d'ouvrir un deuxième canal dans l'isthme centra-américain. Mais de là à imaginer des tensions, alors elles peuvent être internes à certains pays comme au Mexique. Mais pour moi, ce n'est pas une zone véritablement de tension. Les facteurs de tension transversaux, horizontaux, thématiques, quand on fait la synthèse des rapports prospectifs, on retombe à peu près toujours sur les mêmes 3 grands thèmes, et ça je le développerai un petit peu en profondeur. Les dettes souveraines, qui sont des facteurs de déstabilisation. Et c'est totalement vrai, et ça reste totalement vrai pour l'Union européenne, hein, pour un certain nombre de pays extrêmement endettés. On dit souvent que c'est une crise de l'euro. Moi, je considère que c'est une crise de la gestion des budgets nationaux. Le deuxième facteur, on a depuis 1990, en gros l'ouverture du marché russe et chinois, bien entendu, au commerce libéralisé, un accroissement des richesses, plus la formation, la sortie du GATT et l'entrée dans l'OMC, d'accord ? Et donc on a depuis 1990, 20 ans, 25 ans, un accroissement important de la richesse mondiale produite, hein, aussi bien en PIB qu'en revenu par habitant, qu'en PIB per capita, les deux. Mais
Cette augmentation de richesse a eu plusieurs effets. Un, a fait sortir quand même 600 millions de personnes de la pauvreté, ce qui est extraordinaire. Et a enrichi ceux qui déjà étaient extrêmement riches, ce qui fait qu'on a un accroissement des inégalités. Et le deuxième grand facteur de tension, c'est cet accroissement des inégalités. Le troisième facteur de tension, c'est l'énergie. L'énergie, parce que c'est très simple de croiser deux courbes. La demande en énergie est en augmentation, puisque la croissance mondiale est faible en ce moment, mais elle reste globalement assez forte. Mais la disponibilité de l'énergie pour faire tourner cette croissance pose problème. Elle pose problème géographiquement, donc où est la disponibilité, qui a la maîtrise des ressources. Elle pose problème sur la fixation des prix. À mon avis, les prix de l'énergie ne sont pas assez chers. Et puis, quelle est la nature? Est-ce qu'on continue sur le pétrole? Est-ce qu'on va sur les énergies renouvelables? Quid du gaz de schiste? Et donc, le facteur énergie est un facteur de tension. 9 milliards d'habitants en 2040, 2050, 10 milliards en 2050, 60. Je ne pense pas que ce soit un problème, contrairement à ce qu'on croit et à ce qu'aiment tellement afficher les médias sur la bombe humaine. D'abord parce qu'on va vers un plateau, vers 10 milliards d'habitants, 11 milliards au maximum, tout simplement parce qu'on appelle la transition démographique sera terminée. Le deuxième facteur pour lequel je ne pense pas, c'est qu'il y a des gisements de ressources pour la production de produits alimentaires qui sont absolument considérables. Et ils sont de deux types. Alors ils sont d'abord géographiques, hein, et deuxièmement dans le gaspillage. Vous savez que prenez 100% de récoltes produites, il y en a environ 32 à 38% qui est perdu. Encore une troisième possibilité, et là ça dépend un peu là pour le coup des pays riches qui eux peuvent investir, vous avez des améliorations technologiques pour la production au quintal qui sont relativement importantes si vous voulez. Donc pour moi le problème c'est pas 9 ou 10 milliards d'habitants par rapport à 7 milliards en 2014, pour moi le problème c'est le modèle économique. Parce que le modèle économique est extrêmement consommateur, pour ne pas dire extrêmement prédateur, et donc comment faire évoluer le modèle économique avec une utilisation plus sobre de l'énergie disponible. Quant au big data, c'est-à-dire en fait la gestion des données numériques, virtuelles, effectivement c'est un champ nouveau, mais ce n'est pas seulement un champ de confrontation entre pays, c'est un nouveau terrain de conflit économique. Parce que la gestion des données, l'accès aux données, la gestion des données, le traitement des données, la modification des données, évidemment, c'est tout à fait central aujourd'hui. Et donc, qui a la maîtrise de ces bases de données gigantesques? Ce ne sera pas un seul pays, mais comment est-ce qu'on équilibre les choses? Vous n'avez pas de gouvernance des données. Vous n'avez pas de gouvernance des données. Vous avez une gouvernance du commerce mondial, vous avez une gouvernance des équipements nucléaires militaires, on n'a pas de gouvernance sur l'environnement. L'ONU essaye de jouer un rôle de gouvernance sur la redistribution de l'aide mondiale, ils le font c'est un minimum, mais sur les données, c'est-à-dire oui, sur la privatisation des données, il n'y a pas de gouvernance.